N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Nous sommes toujours bien heureux de vous retrouver tous les jours du lundi au vendredi lorsqu'il sonne 11h. Et en ce mercredi 7 novembre 2018, nous ne dérogeons pas à la tradition. Bonjour, shalom, salam alaikum à vous toutes et à vous tous. Vous êtes les bienvenus au Club de la Presse de ce jour. La console technique assurée par Kokou Michel Vitogbe Tomega pendant que Gérald Akoucha met l'émission en ligne. Juste rappeler à Gérald que les compatriotes de la diaspora sont très friands du Club de la Presse. Faire tout pour que l'émission soit mise en ligne aussitôt qu'il sonne 12h30. Gérald, le message est passé. Ici, autour de la table, comme c'est mercredi, nous parlons santé et éducation avec la voix toujours égale à elle-même de Gadiel Tchonyadji. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Canal FM. Aujourd'hui, nous aurons à parcourir quelques recettes toutes relaxes. Comment faire en sorte que sa mémoire soit bien active. Comment prendre sa douche et pourquoi encore manger des légumes, vous nous en direz, n'est-ce pas? De très bons sujets pour la santé. Je pense que c'est pour le bien de nous tous. Merci, mais la politique toujours et encore, notamment avec quelques indiscrétions qui nous laissent croire que la 3e réunion du comité de suivi qui s'est tenue à Conakry, la réunion serait terminée et que les délégations seraient même déjà rentrées au bercail, même si, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, rien n'est encore dit officiellement. Mais Sylvestre, en bon journaliste, nous allons partager avec celles et ceux qui nous écoutent les éléments que vous avez réussi à glaner ici et là. Oui, effectivement, la coalition, les membres sont rentrés hier très tard, donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Que nous allons dire. On va essayer. Merci beaucoup. Abbas Issaka de Le Mania Libéré, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices du Canal FM. Merci. Un voire deux confrères pourraient encore nous rejoindre récemment, mais commençons. Nourrissons l'esprit. Et ce matin, nous revisitons le grand philosophe classique français, je dirais, de l'humanité, René Descartes, qui a écrit que l'homme est une chose imparfaite qui tend sans cesse à quelque chose de meilleur et de plus grand que lui-même. Encore une fois, René Descartes qui nous enseigne que l'homme est une chose imparfaite qui tend sans cesse à quelque chose de meilleur et de plus grand que lui-même. Sylvestre, vous êtes imparfait, mais vous tendez quotidiennement à quelque chose de plus grand et de meilleur par rapport à vous-même. Oui, effectivement, je crois que la rengaine habituelle, c'est de tendre vers la perfection et à chaque fois avec le courage et l'abnégation, on essaie toujours donc de parfaire ce que nous faisons de mieux et je crois que c'est la conviction, hein, tout le monde veut le faire ainsi et puis bon, c'est cela. Si pour René Descartes nous sommes une chose imparfaite et que nous tendons quand même sans cesse à quelque chose de meilleur et de plus grand que nous y tendons par la raison, cette raison dont Blaise Pascal nous dit que l'homme est un réseau, le plus faible de la nature, mais nous sommes un roseau pensant. Abbas Issaka, nous allons encore faire usage de notre pensée, de notre cerveau aujourd'hui. Ouais, parce que c'est à partir de nous penser que toute bonne chose se réalise. Parce que si on ne pense pas, c'est à partir des idées qu'on a dans la tête qu'on construit beaucoup de choses. Donc il faudrait qu'on pense bien et qu'on réfléchisse bien pour donner de belles choses. Et Gadiel nous dira que nous penserons mieux et nous tendrons davantage à nous améliorer et à grandir si nous sommes logés dans un corps sain et en bonne santé, n'est-ce pas?
Tout à fait. Sans la santé, on ne peut pas penser, on ne peut pas réfléchir, on ne peut même pas agir pour le bien-être social, le bien-être personnel. Donc, la santé est une condition sine qua non pour aller vers le développement personnel et le développement communautaire. Et vous nous présentez encore aujourd'hui deux petites recettes pour améliorer notre santé, voire même pour prévenir quelques pathologies. Commençons par le cerveau auquel vous consacrez 3 articles. D'abord à la page 3, vous nous écrivez qu'un cerveau sain a besoin de stimulation quotidienne, de faibles doses de stress, d'une activité physique régulière et d'une alimentation saine, variée et équilibrée. Et justement, vous nous donnez une petite recette que vous présentez comme une boisson santé du cerveau. Oui, le cerveau, vous savez, c'est un appareil important dans l'organisme et pour le fonctionnement de l'individu, de tout homme, de toute personne. Le cerveau, c'est lui qui est au départ de toute action. Est-ce que vous voyez, lorsque vous prenez là votre portable que vous faites actuellement, c'est le cerveau ça part du cerveau. Est-ce que vous voyez, toute action que nous posons part du cerveau. Donc le cerveau, c'est un peu la tour de contrôle de l'organisme et il faut l'entretenir comme on entretient tous les autres organes du corps. Et la meilleure façon de faire l'entretien du cerveau, c'est de bien manger. Parce que le cerveau a besoin d'un certain nombre de substances qui se trouvent dans les aliments naturels que nous devons consommer afin qu'il puisse avoir le glucose qui est son carburant préféré pour son bon fonctionnement. Est-ce que vous voyez? Donc là, le cerveau est un appareil important. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le cerveau d'une manière anormale. Cela peut être dû à une émotion, aux maladies, donc le cerveau peut être atteint. Et pour ne pas arriver là, il faut bien nourrir le cerveau. Et cette boisson que nous proposons est une merveille, une merveille vraiment que nous proposons aux uns aux autres de tester. Ceux qui se sentent fatigués au niveau du cerveau, ils n'arrivent plus à se soutenir professionnellement parlant. Ceux qui ont même des maux de tête, qui oublient très souvent, cette boisson va leur faire du bien. Une petite recette à base de curcuma, de miel et de cannelle. Vous dites vous écrivez que cette boisson santé du cerveau est une boisson anti-inflammatoire. Cette boisson aide également à lutter contre les processus neurodégénératifs et également elle constitue un stimulant de la production de dopamine et de sérotonine, beaucoup de choses qu'on découvrira tout à fait en lisant votre petit article. Et toujours pour le cerveau, la mémoire, nous respirons toujours par le nez, ça devient une routine, mais ce matin je découvre que quand nous respirons par le nez, nous améliorons notre mémoire. Oui, ça, c'est vous et moi, on peut se poser la question, pourquoi on respire par le nez? Pourquoi Dieu l'a fait ainsi? On pouvait, puisque d'aucuns respirent par la bouche, ça arrive souvent. Et alors, quand on respire par le nez, on fait toujours des études pour voir quel est l'effet de la respiration sur l'organisme. Et on a fait une étude, on a découvert que quand on respire, il y a une corrélation qui va tout droit vers le cerveau. Donc, entre la respiration par le nez et le cerveau, il y a un lien très fort qui même peut amener à l'amélioration d'un certain nombre de fonctions au niveau du cerveau. Merci beaucoup et je reçois à l'instant ce message d'un auditeur, un ami qui dit qu'il a toujours eu honte de son gros nez, mais aujourd'hui il remercie Dieu parce qu'avec son gros nez, il va bien respirer et améliorer sa mémoire. Gadiel. Gros nez, petit nez, non, il n'y a pas de problème. L'essentiel c'est de respirer par le nez. C'est très important pour la santé de tout l'organisme et surtout du cerveau. Merci, mais nous restons toujours avec le cerveau, notamment sur nos lieux de travail. Et vous écrivez un petit article, mais digne d'intérêt.
trop de bruit au travail peut nuire à la qualité du cerveau, voire même à toute notre santé. Gadiel. Mais tout à fait. Vous savez, quand vous êtes là, supposons que nous sommes ici au studio et qu'il y a des travaux qui se passent au niveau de derrière la baie vitrée, hein, on sera dérangé ici. Et cela a suscité un certain nombre d'études. Quand on est au niveau du travail et qu'il y a beaucoup de bruit à côté, des fois on a besoin de se concentrer, cela dérange le cerveau parce que le cerveau a besoin d'un certain nombre de conditions pour faire son travail. Donc cela dérange le cerveau et cela peut perturber même le travail bien fait chez un individu. Trop de bruit sur le lieu de travail peut impacter négativement la santé au travail en général. Cela peut induire de la fatigue, de la nervosité, de l'agressivité, une forme de lassitude, et cela peut également agir sur l'équilibre général et puis causer des somnolences, des maux de tête et créer même de l'anxiété. Encore une fois, il faut que les employeurs veillent à la qualité des lieux de travail. C'est pourquoi, des fois, quand on veut opérer un certain nombre de travaux dans certaines organisations, on diffère les heures de travail pour permettre aux uns aux autres d'avoir cette sérénité pour travailler. Merci. Maintenant, nous glissons dans les ménages. Il y a des hommes, dont certains ici, qui deviennent de plus en plus paresseux, qui font reposer tout le ménage sur la dame, les enfants, surtout quand on a des domestiques. Or, Gadiel, vous nous écrivez que balayer sa maison, faire la vaisselle, faire la lessive, nettoyer les vitres, repasser les habits, nettoyer la salle de bain, en tout cas, ces petits travaux de ménage, c'est aussi bon pour notre santé. Oui, vous savez, quand on parle toujours de la sédentarité, ce n'est pas seulement s'asseoir au bureau et travailler, mais quand on arrive à la maison, qu'est-ce qu'on fait de notre temps à la maison? L'activité physique dont on parle n'est pas seulement aller sur un terrain de foot et de faire le jogging, ou bien de faire la marche, non. Quand vous êtes à la maison, le simple fait de balayer votre cour vous procure du bien pour votre santé. C'est un exercice physique. Le simple fait de laver la douche, de vous baisser, de nettoyer, de faire tout, de transporter de l'eau dans un seau, amener tout ça, ça vous fait suer et c'est bon. Donc, souvent, c'est ce qu'on recommande pour papa et maman, surtout papa à la maison, les hommes, surtout le week-end, quand on est à la maison, au lieu de sortir avec des amis, au lieu d'aller et de rester dans un lieu pour boire, causer, on peut faire un certain nombre de travaux à la maison. Même chaque matin, monsieur peut se lever, il en fait son travail quotidien, il peut se lever, balayer la cour avant de se laver, prendre son petit déjeuner pour aller au bureau. Donc ça contribue à la santé de tout chacun. Faire la vaisselle, faire la lessive, repasser ses habits, pourquoi pas aider son épouse et ses enfants à la cuisine, laver les vitres, tout ça là, c'est bon pour la santé et ça rapproche davantage papa de son épouse et de ses enfants. Oui, vous savez, le chahut que les femmes font souvent à la maison. Quand monsieur, lui, il se repose au salon, que la dame s'active, elle est sur les quatre coins de la maison, elle fait ci, elle fait ça, et puis monsieur là, non, monsieur, quand vous le faites, vous n'exprimez pas comme ça votre statut d'homme à la maison. Mais pour votre bonne santé, vous pouvez faire un certain nombre de travaux, ce qu'on appelle les travaux de ménage à la maison. Restons un moment la cuisine avec cette recommandation de l'OMS, qui nous conseille de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Nous en parlons chaque semaine. Mais aujourd'hui, vous faites un petit zoom. Pourquoi les légumes sont vraiment indispensables pour la santé? Juste une raison, Gadiel? Oui, ça, vous savez, on revient toujours sur cela parce que c'est l'aliment essentiel de l'homme. Les fruits et les légumes. Nous faisons un zoom sur les légumes parce que la consommation des légumes au Togo est toujours faible. Vous allez voir, les gens ont fait toute une semaine, tout un mois, peut-être ils ont consommé une soda de main par là et puis c'est fini. Les légumes, comment il faut les consommer? Comment il faut en profiter de leurs vertus? Parce que c'est des aliments qui sont engorgés de beaucoup de nutriments. Et
c'est de cela que l'organisme a besoin. Tous les organes de notre organisme tirent leurs nutriments des légumes et des fruits. Donc c'est important, c'est un article important que nous invitons les uns les autres à lire. Maintenant, ce que nous mettons dedans, c'est comment consommer ces légumes. Est-ce que vous voyez? Comment les préparer, comment les consommer et sur quelles pathologies les légumes peuvent agir en matière de prévention et en matière de prise en charge, du moins au niveau du traitement. À découvrir à la page 5 de Santé Éducation. On va finir par un petit article. Gadiel, vous êtes lavé ce matin avant de venir aussi au Club de la Presse. Naturellement. Avec quelle eau? De l'eau froide. De l'eau froide. Alors, les bienfaits d'une douche froide sur la santé, parlez-nous-en, Gadiel. Oui, vous savez, on en parle très peu, mais c'est important. Quand il faut se doucher, on pense que c'est juste pour la propreté du corps. Voilà, on se douche pour être propre, pour éviter les microbes. Oui, c'est vrai. Mais notre douche que nous prenons tout le temps a un lien avec l'organisme, puisque c'est sur le corps que nous mettons l'eau. Alors, quand vous prenez une eau froide, une eau chaude, cela a une interaction sur les différents organes de notre organisme. Et aujourd'hui, il y a cette médecine alternative où on conseille de l'eau froide pour aller vers le traitement d'un certain nombre de pathologies. C'est ce que nous partageons dans cet article. Les vertus de l'eau froide, souvent le matin, il faut prendre de l'eau froide. Et le soir, de l'eau chaude, parce que là, ça amène à l'endormissement. L'application d'eau froide ou d'eau tiède sur n'importe quelle partie de notre corps provoque une contraction des vaisseaux sanguins qui réactive la circulation dans tout notre corps. Et cette action peut décongestionner les organes et faciliter l'élimination des impuretés du sang par les pores de la peau. Et l'article continue avec des effets positifs qu'on obtient en prenant une douche froide le matin, notamment cette douche froide ou de la douche avec l'eau tiède qui accélère le métabolisme, qui régule la température du corps, élimine les liquides, améliore la peau ou encore nous donne des cheveux brillants. Enfin, si on a encore des cheveux, et active également la circulation du sang, stimule les défenses immunitaires et vous terminez avec la recette comment prendre sa douche avec de l'eau tiède. C'est très important. Quand nous allons dans la douche, s'il vous plaît, il faut savoir comment se doucher. Hein? Des fois, les gens sortent de la douche et tombent malades. Ou bien c'est de là qu'ils tombent et ils font une crise. Ils tombent dans le coma. Donc, c'est important, c'est ce que nous démontrons dans l'article, comment se doucher. Hein, pour éviter un certain nombre de problèmes de santé. Merci. Ces articles à découvrir. Et je comprends pourquoi notre collaborateur Maxime Akako a toujours les cheveux et la barbe qui brillent. Sûrement qui nous dira qu'il se lave avec de l'eau tiède ou bien de l'eau froide. Mais attention, vous nous dites, c'est très imprudent, ça peut être même mortel de verser l'eau froide directement sur la tête. Il faut commencer par les pieds. C'est catastrophique de commencer par se doucher par la tête. Il faut commencer par le bas, les pieds, voilà. Et ainsi on prépare tout l'organisme à réceptionner surtout au niveau du cerveau. Donc aller du bas vers le haut, et c'est la meilleure façon de prendre sa douche, que ce soit de l'eau chaude ou bien de l'eau froide. Eh bien, Maxime a la recette, mais dites-nous, quand on tombe dans l'eau, notamment dans l'eau de mer, quelle est la partie du corps qui touche d'abord l'eau? Gadiel? Quand on tombe dans l'eau de mer? Oui. Mais ça dépend de la position dans laquelle vous êtes tombé. Merci. Eh bien, peut-être que quelqu'un va nous en dire beaucoup plus, puisqu'il est professionnel et il travaille sur les océans. Modeste Aokou, bonjour. Bonjour, monsieur Sasse. Pas de monsieur entre nous. Sasse, déjà, c'est mon titre. Ok, bonjour, Sasse. Merci, Modeste. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des gens de mer professionnels du Togo, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, le dimanche dernier, le 4 novembre, c'était la journée, je crois, internationale des gens de mer. Le dimanche des gens de mer. Le dimanche des gens de mer, eh bien, il y a eu un certain nombre d'activités religieuses, des offices qui sont déroulés dans 2 endroits. On va y venir. Mais pourquoi une journée avec un dimanche spécial pour les gens de mer, Modeste?
Bon, merci pour la question. D'abord, je voudrais dire bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Canal FM, ainsi que vos invités ici. Bon, le dimanche des gens de mer, d'abord, c'est une idée de l'Organisation maritime internationale qui a demandé à ses États membres de se doter d'un comité national du bien-être des gens de mer. Et en cas de décès, c'est ce comité qui, avec la proposition des religieux, qui s'élève parce qu'il y a des accidents qui surgissent et le marin meurt carrément, soit à l'étranger, et il faut une cérémonie. Donc, c'est pourquoi cette journée a été dédiée pour commémorer en quelque sorte les marins décédés au cours de leur mission. Et le confrère L'Alternative, dans sa parution d'hier, rappelait cette journée qui est décidée ainsi pour rendre hommage à ceux qui écument les mers et les océans. Le thème autour duquel vous avez prié, c'est les défis qu'apportent les marins. Et rappelez également que vous, les gens de mer, vous avez une part très importante dans l'économie mondiale, parce que je lis ici que plus de 90% du commerce maritime est assuré par vous, les marins. Oui. Et comme vous le savez, le transport maritime est chargé de convoyer tout ce qui est comme vivres et vêtements sur le monde entier. Donc, c'est les gens de mer qui jouent ce rôle de convoyer tout ce qui est comme marchandises à des destinations bien précisées. Merci. Si 90% du commerce maritime est assuré par vous, les gens de mer, alors on continue avec vos conditions de travail. Il semble que vous êtes souvent victime d'abus, d'exploitation. Vous travaillez dans des conditions vraiment difficiles. Il vous arrive de vous éloigner pendant des semaines, voire des mois, de vos proches. Toutes sortes de conditions qui viennent s'ajouter au fait que il semble que vos salaires ne vous permettent pas toujours de vivre décemment, Modeste. Oui, nous déplorons que les conditions de vie et de travail du marin togolais est très très déplorable, parce que étant donné que l'État du Togo a ratifié la Convention sur le travail maritime et qu'après il y a eu le Code de la marine marchande qui est sorti, mais malheureusement, plus de 95% des sociétés maritimes installées dans notre pays ne font pas le contrat. Les gens sont payés à la main, peut-être 45 000 francs, et aucune couverture sociale. Et vous avez un accident de travail à bord d'un navire, et s'ils arrivaient à te faire un contrat, le contrat est rompu immédiatement et vous êtes abandonné. Alors, depuis un moment, nous nous sommes approchés des autorités maritimes pour pouvoir nous aider à améliorer notre condition de vie, mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne va pas toujours. Les sociétés font ce qu'elles veulent et personne ne peut les réglementer. Et ça a conduit à un certain conflit au sein de vous-même, les gens de mer. Vous avez toujours beaucoup de difficultés à vous entendre et à converger vos efforts pour défendre votre cause qui est censée être commune à vous. Oui, c'est ce qui nous a d'abord poussé à créer un syndicat, parce que il faut s'organiser, aller vers l'autorité. Mais malheureusement, dans un premier temps, j'avoue que c'était pas très facile de s'organiser, parce que l'autorité maritime, le directeur de l'affaire maritime d'alors, il faut reconnaître qu'aujourd'hui on a un nouveau directeur. L'autre directeur ne permettait pas que les gens de mer s'organisent pour pouvoir poser leurs doléances auprès des autorités. Mais aujourd'hui, nous avons un syndicat et c'est juste pour aller vers les autorités, pour régler nos problèmes qui ne cessent pas de progresser, parce que rien n'est fait jusqu'à ce jour. Merci. On parle aujourd'hui juste de la journée. On trouvera l'occasion de nous appesantir sur vos difficultés. Mais on va finir quand même avec la place portuaire de Lomé. Nous disons avec fierté que Lomé a un port en eau profonde qui vient de s'équiper en infrastructures modernes.
Et on voit beaucoup de bateaux au port de Lomé et également sur la rade de Lomé. Tout cela contraste avec les conditions de travail qui sont faites à vous, les gens de mer du Togo. Oui, il faut reconnaître que le Togo a un bon port par rapport aux autres ports que nous avons visités, puisque ailleurs, il faut rester pendant un moment en rade avant de pouvoir accoster. Alors, sur le port du Togo, quel que soit le type de navire, vous accostez immédiatement. Mais il faut aussi préciser que plus de 95 ou 98% des marins ne sont pas employés par le port, c'est par les sociétés maritimes privées. Et si vous voyez des navires un peu partout sur l'espace maritime togolais, ça veut dire que on a un espace un peu plus sécurisé qu'ailleurs et que d'autres navires viennent faire leurs opérations ici parce qu'ils se sentent à l'aise sur les eaux togolaises. Merci Modeste. Nous reviendrons ultérieurement sur la réalité propre à votre corps. Mais Sylvestre Béni a une question de précision pour vous. Oui, en réalité, on parle de gens de mer. J'aimerais savoir en français facile quel est le corps qui constitue cela. Quelles sont les unités qui constituent les gens de mer? C'est qui les gens de mer? Qui les gens de mer? Modeste Aoukou. Oui, on a plusieurs types de gens de mer et des marins. On peut être gens de mer et ne pas marin. Parce que vous pouvez être un technicien et un navire peut solliciter vos services à bord d'un navire pour un moment et vous revenez. On peut vous considérer comme gens de mer. Mais devenir marin, il faut être formé dans une école navale et sortir marin par qualification ou compétence. Mais la question demeure. Les gens de mer, c'est qui? C'est celui qui travaille au niveau de la mer. Merci beaucoup. Mais c'est pas celui qui vit sur la mer quand même. Non, celui qui travaille parce que nous-mêmes, nous vivons sur la mer, mais pas éternellement. On a des temps que nous rentrons voir nos familles. Merci. Et pour finir avec vous cette anecdote, la semaine dernière, j'ai rencontré un ami qui est gens de mer ou bien marin, qui a dit que par son travail, il lui arrive de s'absenter du domicile jusqu'à 6, voire 9 mois. Et c'est ainsi que, du retour d'une mission, il a perdu sa femme. Dites-vous, la femme n'est pas décédée, mais quelqu'un le lui a piqué. Je ne souhaite pas que ça vous arrive, mon Dieu, Saoukou. La nature aurait du vie. Non, j'ai confiance à ma femme. Merci. Je pense que ça peut pas m'arriver puisque j'ai fait 20 ans de carrière, j'ai beaucoup absenté et j'ai beaucoup laissé ma femme. Mais quand vous allez ailleurs, des fois on a la chance de communiquer avec nos familles au téléphone et que quelques mois plus tard, vous revenez à la famille. Et ça devient une grande joie de rejoindre sa famille. Mais eh bien, si vous avez confiance en votre épouse, c'est une bonne chose. Il faut que vous renvoyez l'ascenseur de fidélité, de confiance également à votre femme lorsque vous allez vous absenter pendant des mois et que vous allez accoster dans des ports, dans d'autres pays. Modeste, on parle entre hommes. Hein? Oui, c'est formel, mais si vous voulez à l'étranger peut-être faire des petits business de femmes, vous risquez de perdre votre boulot parce que le commandant ne vous attend pas. Le navire peut partir vous laisser parce que le commandant a un programme bien déterminé. Et si vous voulez aller jouer ailleurs, vous perdez votre boulot, le navire. Il semble qu'il y a des marins qui sèment des enfants dans tous les ports où vous accostez occasionnellement. Bon, ça dépend, hein. Ça dépend. Moi, je n'ai pas eu d'enfant ailleurs. Merci. Non, moi j'ai une question. Oui, Joël, les gars. Non, je crois que On va finir par là. ça a été un peu dans les divers. Mais moi, je voudrais vous demander en fait, quel est votre état d'âme quand on est marin, c'est-à-dire vous passez plus de temps sur les eaux que sur la terre. Souvent, il se dit que vous perdez un peu d'humanité. Vous n'êtes pas aussi sensible que ceux qui vivent constamment sur la terre. Est-ce que vous vous sentez différent de vos frères qui ne font pas le même métier? Non, je ne crois pas parce que moi, en tant que marin et mes expériences, je pense que c'est une question d'habitude d'abord parce que tout le monde a eu son premier jour. Quand vous allez pour une première fois, c'est un peu très préoccupant, c'est un peu gênant, mais le fur et à mesure que vous allez à bord, chaque fois,
et vous prenez le goût. Et bon, quand vous êtes en mer, mais vous vous sentez à l'aise, puisqu'il y a du manger, sauf le sexe, il y a du manger, il y a des heures de repos, et vous vous reposez, vous travaillez normalement comme les gens le font à terre. Merci, nous quittons les océans et nous accostons ici dans le port du studio bleu de Canal FM pour revenir au sujet de l'actualité sociopolitique. Vous savez déjà que on a commencé avec Sylvestre Béni de La Manchette à Bassisaka, de Le Magnan Libéré, naturellement Gadia Tchonyadi de Santé et Éducation. Vous venez d'apprendre que notre cher oncle Joël Kossi-Vigno-Ega de Fraternité nous a rejoint. Et puis, il vient, pas de la mer, mais il vient directement de Berlin. Fabrice Paton-Petezi, willkommen. Donc ça, je ne viens pas de Berlin, mais je viens de Legbasito directement. Mais vous êtes arrivé il y a quelques jours de Berlin, et juste pour dire que vous étiez à ce sommet que la chancelière allemande Angela Merkel a organisé avec, vous l'appelez comment, Patom? Oui, avec les pays africains qui font partie du Compact with Africa, qui est un programme d'investissement en Afrique qu'a initié la présidente allemande du G20. Merci, eh bien, merci, félicitations pour ce direct que vous avez partagé avec nous depuis Berlin. Et naturellement, à votre retour, vous produisez encore un dossier sur une page. Vous revenez sur la participation du Togo et de Faure Gnassingbé au sommet du G20 sur l'investissement. Oui, bien évidemment, comme nous l'avons déjà dit, nous avons plus ou moins ramassé un peu le séjour du chef d'État en terre allemande, précisément à Berlin, avec tous les épisodes, toutes les péripéties donc de ce périple-là. Et bon, pour ceux qui ont le journal d'aujourd'hui, le numéro 399, ils pourront voir plus ou moins les éléments que nous avons essayé de relever et de ramener au goût du jour par rapport à cette visite, notamment l'accueil qui a été réservé au chef de l'État, et nous tirons une leçon. L'accueil ou bien les accueils? Oui, les accueils, et nous tirons une leçon. Non, je crois que l'information beaucoup plus c'était l'accueil. L'accueil, pourquoi? Parce qu'il y a longtemps qu'on a présenté la diaspora togolaise allemande comme étant défavorable au pouvoir de Lomé. Donc, effectivement, tout le monde s'attendait à ce que qu'on n'entende aucune acclamation au passage du chef de l'État en Allemagne, ce qui n'a pas été le cas. C'est pour cela que je dis l'information, c'était beaucoup plus l'accueil, parce que les manifestations, on en a eu, ça, presque tous les jours depuis le 19 août 2017 jusqu'à aujourd'hui. On sait comment certains Togolais d'Allemagne se sont toujours fait entendre. Mais dans le lot, on a compris qu'il ne fallait pas tout globaliser. Je ne dis pas que toute l'Allemagne est derrière, toute la diaspora togolaise allemande est derrière le chef de l'État, mais je fais juste remarquer qu'au-delà de ceux qui manifestent, il y en a également qui sont dans leur coin, qui soutiennent la politique du chef de l'État et qui ont fait le déplacement de Berlin pour le lui témoigner. Donc, pour moi, c'était ça l'information. Merci encore une fois pour ce direct là que vous avez fait depuis Berlin. Ça fait déjà plus d'une semaine et il y a beaucoup de littérature dans les journaux et sur les réseaux sur la participation et les fruits que le Togo a pu ramener de ce sommet. Et puis, ce sommet a coïncidé avec une série de bonnes nouvelles. Je rappelle que Faure Gnassingbé était à ce sommet et il a eu à rencontrer la directrice générale du Fonds monétaire international qui nous promet encore une enveloppe de subventions, d'aide ou de dons. Et quelques jours après, c'est la Banque mondiale qui a publié son rapport sur le climat des affaires Doing Business avec le Togo qui fait un bond, je crois, de 19 places, c'est ça? Et nous en parlons, mais il y a l'endroit de ce rapport d'une business, mais également les envers, notamment les défis sur lesquels certains journaux font le zoom. C'est le cas par exemple de Fraternité, paru ce matin. Les gars, vous écrivez que le Togo est le classement d'une business 2019. Au-delà du satisfait site, il y a quand même certaines réalités que vous nous rappelez à nous tous Togolais, à commencer par le premier d'entre nous, Faure Gnassingbé. Merci. Vous avez oublié le qualificatif des tristes réalités. Ces réalités qui sont tristes. Mais je voudrais d'abord faire un détour par d'abord dire bonne arrivée à mon frère Fabrice. Dans ce cas, vous le dites willkommen. Willkommen Fabrice.
et faire une petite observation, c'est-à-dire personne n'a jamais imaginé que en Allemagne toute la diaspora est contre le chef de l'État. Ça serait irréaliste, et parce que même si tout le monde était contre, quand les monnaies sonnantes et trébuchantes passent, ceux qui vont venir faire des hurrahs au chef de l'État pour être payés, et on en trouvera toujours. Donc je ne vois pas. Bon, ça c'est. Chacun a sa motivation. Voilà, chacun sa, oui, justement. Bon, chacun a sa motivation. C'est la diversité d'opinion. Chacun a aussi son éducation. Si Joël peut faire un déplacement parce qu'il a eu de l'argent pour faire hurrah à quelqu'un, bon, libre à lui. Mais moi, au-delà de l'argent, avant d'aller faire hurrah à quelqu'un, je prends le soin de vérifier si je suis d'accord avec lui. Et si l'argent vient, c'est un bonus. Oui, mais il y en a aussi pour de l'argent. Ça, c'est Fabrice. Oui, tout le monde n'a pas la même conviction. Oui, c'est ce que je dis. Si les gens le font. Pour Joël, avec de l'argent, il peut aller faire hurrah à quelqu'un, libre à lui. Oui, je voudrais juste rappeler que nous sommes dans un pays de liberté, et à partir du moment où une personne majeure choisit d'aller faire hurrah avec pour motivation l'argent ou autre chose, à partir du moment qu'il n'a pas été contraint, forcé, eh bien on en prend acte. S'il vous plaît, revenons maintenant justement, aux réalités. C'est pourquoi je dis les gens peuvent le faire délibérément comme contre le monnaie sonnante et trébuchante, ils le font. Bon, maintenant, revenons donc aux réalités que vous trouvez tristes. Au-delà de ce satisfait du rapport d'une business. Effectivement, ça, les tristes réalités, on va pas les chercher. On sait très bien que le monde des affaires au Togo est sous la coupe du politique. Pour ne pas trop bavarder, nous avons juste donné le cas de notre fameuse route Lomé Anfoin-Vaughan, où vous avez vu voilà un jeune entrepreneur qui hier dans les sérails du pouvoir on l'a monté comme un drapeau, on l'a rapidement aussi descendu comme un drapeau, constaté à Mouzouki sous les chantages, les caprices de ces barons là qui étaient hier ses amis. Sous le chantage et les caprices, il a dû déposer le bilan, laissant sur le trottoir près de 4000 agents, sans compter les familles. Voilà l'environnement des affaires également au Togo, c'est-à-dire le twin business. Ça, ce ne sont que des clichés, des cases qu'on coche, mais la réalité, elle est triste. On sait également, tous ces jeunes-là, je crois on parle de milliers d'entreprises qui ont été créées, ne serait-ce que l'année dernière, mais combien dont le mérite a été respecté dans l'attribution des marchés publics? Et jamais. Vous relevez dans votre article que l'acquisition des marchés publics au Togo est bien plus une affaire d'appartenance politique que de technicité, voire d'expertise. Effectivement, nous avons sous les yeux, par exemple, la voie de Djidjolé. La voie qui quitte pharmacie Djidjolé pour aller vers le siège d'Obu, MPDD, devenu désormais MPDD. Mais combien de fois cette voie n'a pas été recassée, refait? Est-ce que ce marché était vraiment attribué sur la base des compétences, de l'efficacité? Combien vous avez vu ce que Eboumaf a réalisé au niveau de Carrefour fin pavé à Djidouadin. On a vu tous les ouvrages qui ont été réalisés dans la zone là. Est-ce que vraiment la technicité, la compétence ont été respectées? Je peux vous donner le cas du tronçon qui quitte avenue Malou pour arriver au niveau du rond-point de la Hack, où par exemple ce marché est passé de main en main, au point que c'est un douanier recalé de l'OTR qui s'est converti en entrepreneur, qui a fait cette voie. Et quand il pleut aujourd'hui, vous avez le spectacle. Ça, c'est dans le domaine du BTP. Quand on fait le tour, il y a tellement d'exemples que nous disons faire les affaires. Et on sait combien la justice a été instrumentalisée pour régler des comptes à des opérateurs économiques dans ce pays. Et vous relevez également que cette manière de faire n'est pas de nature à favoriser la concurrence loyale, l'ingéniosité, la créativité. Au contraire, on fait ainsi le lit à la facilité, à la médiocrité, à la gabégie et surtout à l'impunité. Et vous finissez par l'exhortation dépolitiser le monde des affaires. Bachisaka, cela nous introduit à l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, qui est censée veiller à ce que
les marchés publics soient attribués dans toute la transparence à qui de droit. Cette RMP qui a conféré avec ses consoeurs de la sous-région il y a quelques jours pour s'entendre sur les règles de passation qui ne souffrent plus de critiques et de contestations. Oui, effectivement. Mais depuis quelque temps, on voit que des marchés sont passés par après. Il y a certains qui sont retirés pour mauvaise exécution des tâches qui leur sont assignées. Donc je pense que maintenant, il faudrait mettre plus de rigueur dans l'attribution de ces marchés, parce qu'il faut éviter que ça soit des marchés de gré à gré pour que des travaux ne soient pas faits comme les gens le pensent quand on voit même le traçage des voies. Lorsque on prend même le marché qui a été donné ici sur le tronçon de l'armée, le boulevard des armées qui passe, ouais. Et depuis là, avec les riverains usagers de Gbadago qui continuent à souffrir le martyre. On sait comment ça s'est passé. Mais entre-temps aussi, il y avait le marché qui a été offert de la rue de la Colombe de la Paix qui va vers le Décon. Vous avez vu que cette route a été à plusieurs reprises faite avant qu'on ne la réussisse. Donc il faudrait qu'on soit rigoureux dans la passation des marchés et pour que les choses marchent bien. Et vous avez vu aussi au niveau de Alejo, le contournement d'Alejo qui a été refait à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, quand vous arrivez même au contournement d'Alejo, juste après le péage, vous allez voir qu'il y a une partie où on est en train de mettre du béton. On a carrément enlevé le goudron et on a bétonné une portion de rue sur plus de 50 ou bien 100 à 150 mètres. Bon, on ne sait pas comment les choses sont passées. Alejo, le contournement d'Alejo, quand vous passez là, puisqu'il n'y a pas un mois que je suis allé, voilà, vous allez voir que tout ça là, c'est en train de faire. Et au niveau de les routes qu'on dit qu'on fait les punch, on placade. Donc là-bas aussi, c'est comme c'est des marchés de gré à gré qu'on donne. Aujourd'hui, il y a une route qui est après Adebayor, il y a une route goudronnée qui va vers les témoins de Jéhovah, qu'on est en train de refaire. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais les gens sont en train de jongler là-bas pour taper cette route. Tout ceci là, si les choses ne sont pas bien faites, c'est qu'on risque de recommencer à tout moment et à coût de milliards de francs CFA sur le dos du contribuable. Ces critiques qui reviennent souvent, il y a 1-2 semaines, c'est quelques marchés relatifs au nouveau port de pêche en construction, un marché qui vient d'être passé et sur lequel des journaux dont le confrère L'Alternative sont revenus avec un marché passé à une entreprise que le CRD, le comité de règlement des différends de l'RMP, aurait sommé le ministère de l'Agriculture de reprendre un quiproquo pour dire quand même que le problème de passation des marchés est réel. Et cela nous introduit maintenant aux promesses du chef de l'État. Vous rappelez, en janvier dernier, Faure Gnassingbé qui promettait que 20% des marchés publics seraient laissés aux jeunes entrepreneurs, aux entreprises créées par les femmes, une mesure incitative qui peut participer au mandat social. Et le mandat social de Faure Gnassingbé, dont 2 journaux font aujourd'hui un peu le bilan. Et il y a Liberté qui écrit par exemple des promesses électorales sous l'homme simple. Ici a vécu le mandat social de Faure Gnassingbé. Et puis Sylvestre Béni, votre journal Le Manchette, vous écrivez carrément à la page 3, drame du chômage, 13 ans de vie perdue. Au Togo, l'échec a un nom. Et ce nom, c'est Sylvestre? Non, c'est Faure Gnassingbé. J'ai envie donc même de répéter parce que, vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État a tellement promis des choses aux Togolais que, en 13 ans, et c'est pourquoi nous sommes dit, en 13 ans de vie perdue, parce que lorsque vous faites des promesses que vous ne tenez pas, finalement, le peuple ne peut plus vous croire. Et nous, la dernière fois, l'opinion nationale, voire même internationale, a été sidérée, même scandalisée par le concours national de recrutement des enseignants la dernière fois, où en fait c'est 2000 postes à pourvoir, c'est 2000 postes recherchés, mais il y a plus de 25 000 candidatures. Donc cela démontre que en fait l'échec est patent, le cynisme est total.
Et le chef de l'État a quand même dit que ce quinquennat-là, d'ailleurs c'est un quinquennat de trop, que ce quinquennat-là est fondé sur le mandat social. Finalement, on s'est rendu compte que c'est une trouvaille juste pour amuser les Togolais, parce que si en 13 ans, il y a encore des milliers de jeunes que nous avons vus la dernière fois encore sur le carreau, je me dis, où allons-nous? Ouais, mais Sylvestre, vous n'avez pas promis le plein emploi pour tous les Togolais. Mais figurez-vous, prenez du moins les données de INSEAD, vous verrez qu'aujourd'hui, il y a entre 15 et 34% de jeunes sont touchés par le sous-emploi. Les données sont là. Aujourd'hui, le taux donc général de pauvreté au Togo est au-delà de 50%. Nous sommes au-delà de 53%, le taux général de pauvreté. Ça démontre aujourd'hui, il y a une paupérisation de la population qui est tellement ambiante. Donc, si en 13 ans, les gens n'ont pas la formule magique pour trouver une solution à la misère ambiante et galopante au Togo, je me dis. Et là, nous donnons juste un exemple. Vous savez, nous allons faire juste le rapprochement avec le football. Il y a l'entraîneur donc l'actuel entraîneur de Manchester United, José Mourinho, qui a souvent l'habitude donc de tenser l'ancien coach donc des Gunners d'Arsenal, et Arsène Wenger, qui disait justement qu'il est le spécialiste de l'échec. Pourquoi? Parce que en 7 ans, voire 8 ans, depuis que Mourinho est revenu, l'homme n'a jamais gagné de trophée. Arsène Wenger. Finalement, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a demandé d'aller voir ailleurs. Donc, si en 13 ans, Faure Gnassingbé n'arrive pas à trouver la formule magique, non, il faudrait quand même qu'on lui demande d'aller voir ailleurs. Mais pour revenir à Arsène Wenger, il faut quand même rappeler qu'il a passé plus de 20 ans à Arsenal. C'est vrai que ces dernières années ont été difficiles. Même le même Arsène Wenger a eu des succès éclatants, avec Arsenal. Qu'en est-il de ce fameux José Mourinho? Bon, il est sur la sellette. C'est une parenthèse. Pour dire qu'il y a la bulle et la pratique. Revenons ici pour dire, Fabrice, pour dire que c'est vrai que Faure Gnassingbé avait placé le Faure Gnassingbé candidat avait placé son mandat là en cours sur le mandat social. Il y a un certain nombre d'initiatives qu'il a lancées, mais les critiques sont toujours au rendez-vous. Des gens trouvent, certains trouvent qu'il n'a du tout rien fait, mais ceux qui relativisent trouvent quand même que il y a des efforts, mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Non, c'est tout à fait clair. Il y a eu plusieurs initiatives, mais la pauvreté n'a pas reculé. Au contraire, elle s'est accrue. Et donc aujourd'hui c'est une réalité, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Maintenant il faut interroger tous les projets qui ont été initiés pour lutter contre la pauvreté, pour voir est-ce que c'était des projets judicieux au départ, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autre chose que ce qu'on a fait. Je crois qu'aujourd'hui c'est à ce niveau le débat. Si on était resté bras croisés sans rien faire, aujourd'hui on aurait pu dire on n'a rien fait. Donc moi je crois que quand on veut porter des critiques maintenant, il faut porter les critiques beaucoup plus précises, c'est-à-dire des frappes ciblées sur les divers projets qui ont été initiés par le gouvernement togolais dans l'intention de réduire la pauvreté, alors que jusqu'aujourd'hui, cette pauvreté n'a pas assez reculé. On parlait tout à l'heure de la création des entreprises. Oui, aujourd'hui, le défi de la quantité est relevé, mais celle de la viabilité des entreprises qui ont été créées, ça reste encore un défi. Moi, je connais je connais plusieurs entrepreneurs qui cherchent du travail aujourd'hui. Pardon, des entrepreneurs oui, bien qui, au lieu d'offrir du travail, en cherchent eux-mêmes. En cherchent eux-mêmes, puisqu'on dit tu es entrepreneur parce que tu allais créer une entreprise, ça t'a pris 24 heures et puis tu n'as pas beaucoup payé, voilà, et tout cela. Mais quand on revient à l'OTR, on te dit, bon, voilà, ton local, il faut payer, comme si finalement les gens abandonnent et ils reviennent à la case départ. C'est-à-dire qu'ils recommencent par chercher du boulot qu'ils cherchaient entre-temps et on lui a dit non, l'État-providence est terminé, il faut aujourd'hui entreprendre. Maintenant, dans les tentatives d'entreprendre également, ils se rendent compte que c'est une illusion, donc effectivement, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais la pauvreté n'a pas reculé. Ça, si quelqu'un vous dit le contraire, même ceux qui ont les moyens savent que la pauvreté n'a pas reculé. Parce que quand tu trônes seul dans ton quartier, il y a toujours des gens qui vont te demander. Et quand aujourd'hui les gens demandent l'argent pour payer l'école de leurs enfants, pour payer de simples ordonnances de pharmacie, c'est que vous comprenez que la situation est difficile. Et je précise à dire que ça ne veut pas dire que rien n'a été fait, mais des choses ont été faites, mais qui n'ont pas
atteint l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire réduire la pauvreté. Merci Faure Gnassingbé qu'on entend au rendez-vous de son mandat social, mais Faure Gnassingbé qui est toujours qui est toujours au centre de la grosse polémique politique. On va y arriver, mais Joël, que c'est Fabrice disait tantôt qu'il faut surtout critiquer, il faut faire des critiques bien ciblées sur ce mandat social. Et je voudrais juste citer, pour exemple, un confrère proche du pouvoir qui a titré je crois cette semaine, que l'emploi des jeunes représente le talon d'Achille du pouvoir. donc voilà un exemple précis. Voilà un exemple précis. Et quand on parlait de la pauvreté, quand on rebondit sur les données du l'INSED, la pauvreté a plutôt augmenté à Lomé. Lomé qui est l'épicentre, Lomé qui est le cœur de l'économie, la pauvreté a plutôt, et nous sommes revenus, nous avons écrit 2-3 fois déjà sur ça, mais on a cru que bon, ça allait inciter les décideurs à agir sur les curseurs, mais rien. Il a fait du temps pour évaluer. Mais mon frère, vous permettez, Joël, vous savez, la dernière publication remonte à fin 2016. Oui. On est en 2018. Nous participons. En 2017, les mêmes données sont sorties pour dire non, la pauvreté avance toujours à Lomé. Merci, mais un détail de confraternité. Vous disiez tantôt un confrère proche du pouvoir. Vous savez, évitons autant que possible ce qui peut s'apparenter à une stigmatisation. Il a reconnu que c'est un lapsus. Donc, merci beaucoup. Et comme c'est un lapsus, moi aussi j'oublie ça. Voilà. Mais venons maintenant, le gros problème qui colle toujours au chef de l'État, c'est les problèmes politiques et qui deviennent vraiment une impasse. Où est-ce qu'on en est? Je ne sais pas. Et puis, pour l'annoncer, Fabrice, le libéral, vous écrivez aujourd'hui en éditorial le processus électoral pris en otage. Oui, on peut le dire, mais qui prend le processus électoral en otage au Togo chez nous ici? Les acteurs politiques, puisque le processus électoral répond généralement à un calendrier républicain. Si je prends l'exemple de l'Assemblée nationale, les députés sont élus pour 5 ans, mais dans la pratique, on se rend compte qu'il y a des moments où ça déborde. Alors aujourd'hui, on est lancé dans un processus électoral en fonction d'une date fixée par la CEDEAO. Et on a l'impression que, au prime abord, on a l'impression que tout le monde a envie d'aller à ces élections, mais les gens font des observations sur certains aspects qui, à leurs yeux, permettra peut-être d'améliorer la transparence des élections qu'on veut organiser. Alors, à ce niveau, on est parti d'un recensement qui n'a pas reçu la bénédiction de tout le monde. Déjà, c'était le premier couac. Et lorsque les choses ont semblé évoluer et que l'opposition voudrait intégrer la CENI, il y a eu un second obstacle, notamment cette fameuse place que l'Union des forces de changement occupe indûment au niveau de la CENI, et l'Assemblée nationale a tenté de régler le problème, puisqu'entre-temps... Mais à ce niveau-là, Fabrice, à l'UFC, on vous dira qu'ils occupent plutôt légalement cette place à la CENI. Oui, moi je suis toujours resté droit dans mes bottes par rapport à la position, à ma position sur l'UFC au niveau de la CENI. Je dis toujours que oui, je suis d'accord pour dire que l'UFC c'est un parti de l'opposition parlementaire au regard d'une loi que je trouve mauvaise. Mais malheureusement, c'est la loi. La loi sur le statut de l'opposition, il y a des incongruités dedans. On peut pas dire que bon, sur le simple fait qu'on annonce qu'on est de tel bord, ça suffit et tout cela. Ça, mais malheureusement, c'est la loi pour l'instant. Il faudra attendre une nouvelle pour pouvoir peut-être dire autre chose. Mais dans la pratique, légalement, l'UFC est un parti de l'opposition parlementaire. Mais dans la pratique, tout porte à croire que l'UFC ne fait pas de l'opposition. Et donc, eu égard aux faits qui ont conduit, puisque on a dû parfois mettre entre parenthèses les lois pour régler certains problèmes au nom de l'apaisement, et c'est sur cette base que nous nous disons qu'en réalité, comme le net, Obus et la COPED ou le COPED, je ne sais plus, le COPED l'ont fait, je ne vois pas pourquoi l'Union des forces de changement ne ferait pas également autant pour que cette question soit évacuée. Merci. Je rappelle que hier, à votre place même était assis l'invité Issa Tchiakwe qui nous a encore réitéré que l'UFC occupe et continuera d'occuper sa place à la CENI
Il nous a même promis qu'il nous ferait faire un tour du monde si jamais l'UFC perdait sa place à la CENI. Nous y reviendrons. Alors, le processus électoral pris en otage, ça on peut convenir avec vous, mais sur le processus électoral, il y a un aspect, c'est le recensement dont vous avez rappelé tantôt qu'il a été fait. On en est à la phase de l'audit et à ce niveau, vous rappelez, il y a quelques jours, il y a cette lettre de M. Garba Lompo, le représentant de la CEDEAO à Lomé ici, qui a écrit au président de la CENI, professeur Kadanga, pour l'informer que 2 experts venaient s'ajouter à ceux qui étaient déjà aux côtés de la CENI, et le confrère, le dialogue s'en inspire et écrit aujourd'hui. Crédibilité des élections à venir au Togo, la CEDEAO apporte son appui avec l'audit du fichier électoral. C'est juste un rappel quand même, mais qui me semble d'importance. Abbas Issaka. Oui, c'est un rappel très important par rapport à ça, parce que c'est dans la feuille de route que c'est institué, puisqu'on a dit qu'on devait recruter. Il y a les observateurs électoraux de la CEDEAO, on a donné une vingtaine, 2 experts qui vont auditer aussi le fichier électoral. Qui sont déjà arrivés. La dernière fois, on n'a même pas parlé de ça ici, ils devaient être en activité déjà, puisqu'ils devaient fournir leurs résultats le 15 novembre prochain pour voir si le fichier est fiable ou pas. Donc, on attend leurs résultats le 15 novembre, selon le chronogramme que nous suivons. Donc, et après, il y a aussi un expert en droit constitutionnel qui devait voir les réformes. Donc, tout ceci est un rappel, mais c'est important. On doit savoir si les autres ont été recrutés effectivement, puisqu'il y a un peu de flou dans cette histoire de lettres du président, du représentant de la CEDEAO. Garba, non. Oui, et le confrère, la dépêche aussi voit dans cette prise de fonction des auditeurs du fichier électoral une certaine satisfaction de la CEDEAO. Mais Sylvestre Béni, du côté de la coalition, on aboierait si on disait à nos amis de la coalition que la CEDEAO exprime une certaine satisfaction sur notre fichier électoral. Vous savez, lorsque cette lettre est sortie, il y a quand même certains membres de la coalition qui ont quand même émis des réserves parce que les gens doutaient donc de l'authenticité donc de cette lettre. Et selon les échos que nous avions eus de Conakry, effectivement, selon les informations que nous avons eues, personne n'a demandé aux représentants. Personne, ça dit. Je prends dans le cas de la facilitation. Personne n'a demandé donc à M. Garba de produire une lettre dans ce sens. Justement parce que selon les échos que nous avons eus, le président guinéen n'était même pas au courant de cette lettre. Il faut relativiser un peu. Hein. Oui, je dis. Ne serait pas. Je dis, selon les informations que nous avons eues, il n'est pas au courant de cette lettre. Et là, vous verrez que, vous savez, tout ce que nous venons dire, ce n'est pas pour raconter notre vie. Et là, je précise que peut-être demain ou après-demain, on aura quand même ces sons-là. Vous allez toujours nous donner raison. Parce qu'à chaque fois que nous le disons, ça se réalise, c'est pas une prophétie. Je vous dis, les gens le sont au courant donc là, ça veut dire qu'il y a tellement d'incohérences aujourd'hui que même les choses peuvent quand même se faire donc au plus haut niveau. Donc cette lettre, personne, selon les informations que nous avons eues, je l'ai dit, personne n'a demandé à ce représentant de produire une telle lettre. Et là, le problème est encore là, sur les tapis. Les facilitateurs seront bientôt dans nos locaux, même à Lomé, et ils aviseront. Ainsi, nous glissons donc... Mais non, on risque de semer de la confusion dans la tête des gens. Oui. En fait, le Alpha Condé n'est pas, l'ambassadeur de la CEDEAO n'est pas obligé de se référer à Alpha Condé pour produire une lettre. Est-ce que la CEDEAO a envoyé des observateurs pour suivre le processus de recensement ou pas? Oui, elle a envoyé. Et lorsque vous envoyez des observateurs suivre un processus, naturellement, à la fin, vous donnez votre avis là-dessus. Mais jusqu'alors, ce n'est pas pour dire que c'est lui qui décide est-ce que ce fichier-là on doit aller justement, il ne s'agit pas de l'avis, il n'a pas donné son avis. Non, le rappel de Fabrice me semble aussi d'important parce que Monsieur Garba Lompo s'est appuyé sur la feuille de route en date du 31 juillet pour dire que cette feuille de route donnait les prérogatives à la CEDEAO
d'appuyer en fait, disons la commission électorale par des experts. C'est juste des rappels que nous faisons. Oui, juste. Oui. Seulement qu'il faut savoir dans cette feuille de route qui est autorisé à faire quoi, qui n'est pas autorisé à faire quoi. Voilà. Oui. Alors, parce que jusque là, celui qui a toujours envoyé un courrier, c'est le président de la commission de la CEDEAO, et il envoie toujours des courriers aux deux parties. Mais il se fait que ce courrier-là qui est sorti, signé de Lompo, n'a été envoyé qu'au pouvoir. Pourquoi? Monsieur Garba Lompo a envoyé le courrier au président de la CENI. Oui, le président de la CENI, le pouvoir. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Oui, c'est la même chose jusque-là. Moi, vous voulez me laisser terminer? C'est un acte administratif parce qu'on a demandé à la CEDEAO de faire un boulot. Est-ce que la CEDEAO a suivi le recensement et tout ce qui s'est passé, oui ou non? Oui, ils l'ont suivi. Et le représentant de la CEDEAO ici, c'est l'ambassadeur Garba Lompo. Donc, moi, je crois que c'est un acte administratif dont il ne faut pas faire des interprétations en relant politique et autres. Ça ne veut pas dire que c'est non, en réalité, c'est un acte qui vient au moment où, qui donnait l'idée, donc, de donner plus de crédit. Non, excuse-moi. On est dans une guerre de communication. D'abord, quand on dit que la CEDEAO se déclare satisfait, d'abord, ce ne sont pas ces experts-là, dits recrutés, qui se déclarent satisfaits, mais c'est entre les deux experts, il y a 2 sur les 20 qui ont rencontré la CENI et qui peut-être, entre autres échanges, se seraient déclarés, c'est la CENI même qui dit que dans leurs échanges, ils ont déclaré qu'ils sont satisfaits. Donc, la CEDEAO ne dit pas, et puis, il y a pour une mission d'observation. Mais il y a le chef de la délégation qui est le seul autorisé. C'est pas une mission d'observation. Oui, mais attends. C'est des experts qui appuient la CENI, justement, mais pas seulement de l'observation. Oui, effectivement, même s'ils appuient la CENI. C'est un groupe organisé. Oui. Et dans ce genre de mission, c'est seul le chef de la délégation qui s'exprime de façon officielle. Bon, maintenant, si on envoie deux techniciens, et puis on sort des trucs, c'est de la satisfaction de la CEDEAO, c'est des histoires. Auprès de la CENI vont rendre public leur rapport le 15 novembre. Eh bien, attendons l'ambassadeur de 13.5 Canal FM. Retour ici au studio avec les mêmes confrères autour de nous et nous continuons avec la 3e réunion du comité de suivi de la CEDEAO sur la feuille de route. Nous avons des raisons de penser que la réunion a bel et bien pris fin à Conakry et que les délégations aussi bien du pouvoir que de l'opposition sont déjà rentrées ici, même si les uns et les autres ne se prononcent pas encore officiellement. Peut-être que les jours à venir, nous ferons apprendre quelque chose. Mais déjà, le confrère, c'est la dépêche qui écrit à la page 3 que chez notre facilitateur Alpha Condé, les opposants ont eu la vie dure. La dépêche à la page 3. Pour sa part, la manchette, vous écrivez, vous aussi, par indiscrétion, que à cette réunion qui est tenue à Conakry, aussi bien sûr la position de l'UFC à la CENI, que la CENI même, et aux réformes et les élections, que le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, serait ou bien est resté intransigeant. Béni Sylvestre. En fait, c'est en rapport donc à une interview que le président de l'ANC a accordé à notre confrère que nous avons quand même reproduit. Le confrère le correcteur que nous avons reproduit. Oui, mais selon donc l'interview là, c'était avant ou après la réunion C'était avant. C'était avant. Je tiens à préciser, c'était avant donc le voyage donc de Conakry. Mais là, à Conakry, la coalition est restée intransigeante en ce qui concerne donc et sa revendication. Ils ont quand même voulu que les choses se passent pour qu'on traite une fois pour de bon les problèmes que nous rencontrons, parce que de l'autre côté les gens ont tendance à faire croire que tout marche comme sur des roulettes et que ça avance. Si certains veulent quand même bloquer le processus, eux ils sont là donc à faire continuer le processus jusqu'à son terme. Et je crois que tel que je l'ai dit, la facilitation a été également prise de court. Sur certaines questions,
La président facilitation prise de le coup, président alors que Condé Alpha Condé a eu tout le temps d'organiser la réunion. Non, sur plusieurs questions, il est tombé de nu parce que il a dit que il croyait que en réalité les choses marchaient parce qu'on a pris séparément les deux délégations. Donc quand il a écouté quand même séparément les acteurs politiques, il se rend compte qu'en réalité les choses n'ont pas bougé comme il l'espérait. Il a dit donc c'est pourquoi je dis que bientôt d'autant plus que il laisserait encore et croit qu'il va contacter son homologue ghanéen et qu'ils vont même venir au pays et voir. Mais Sylvestre, à vous écouter, on a l'impression que vous étiez à Conakry. Je vous dis, ça, tout ce que je dis ici, est-ce que ça se réalise oui ou non? Non, c'est une question que je vous pose. Si tu permets. Ça se réalise, comme ça on saura. Est-ce que tout ce que je dis ici, est-ce que ça se réalise oui ou non? Si tu permets, paradoxalement, oui, Joël. Paradoxalement, il y a un confrère qui vient de mettre en ligne un article dont les grandes lignes confirment, s'inscrivent dans le sens de l'indignation du facilitateur Alpha Condé contre le pouvoir togolais. J'invite les gens à aller sur Publicité, sur le site Togo Breaking News. TogoBreakingNews.info. Mais ça tend, parce que après toutes les guerres indirectes qui ont été faites sur les réseaux sociaux, pour croire que c'est l'opposition qui a perdu la partie, c'est le pouvoir qui a perdu la partie, mais la majorité tend à confirmer que c'est plutôt le pouvoir qui a été... ce qu'on peut dire, c'est que les indiscrétions commencent à fuser depuis Conakry. Il va y en avoir davantage. Et demain, nous aurons le gros avantage de nous retrouver en plein milieu des analyses des uns des autres pour revenir sur Conakry. Mais nous en sommes à votre parution de ce jour. Pactom, vous aussi, je ne sais pas comment vous êtes arrangé pour avoir les informations depuis Conakry, mais vous écrivez, le Libéral qui écrit que l'opposition a ou aurait fait des pieds et des mains pour une prolongation du recensement et que l'UFC, pour sa part, est ou serait toujours dans le collimateur de la coalition des 14. Oui, bien évidemment, à Conakry, la coalition est restée intransigeante par rapport à la question de... Vous parlez au monde indicatif. Ça, c'est moi qui parle. Merci beaucoup. Donc, ils sont restés intransigeants sur la question liée au recensement qui a été fait sans elle, sans la coalition, puisqu'elle a appelé au boycott. Et à l'allure où vont les choses, il se pourrait que sur cette question, on puisse aller pas à une reprise du recensement, mais à une certaine prolongation. Les termes ont leur importance, hein. Oui, reprendre et prolonger, c'est différent. C'est-à-dire, quand on dit qu'on reprend, c'est que si tu as déjà ta carte d'électeur, va la garer quelque part et attendre une nouvelle. Mais quand on dit on poursuit, on prolonge, c'est que ceux qui n'avaient pas fait peuvent avoir l'occasion maintenant d'aller le faire. Bon. Maintenant, sur la question liée à la CENI, notamment toute cette polémique sur l'UFC doit rester à la CENI ou pas, là également, malgré la décision ou du moins l'acte qu'a posé l'Assemblée nationale togolaise en réglant l'affaire, en ramenant et en acceptant que l'UFC continue par siéger à la CENI et autres, la question également est revenue à ce niveau et on peut aujourd'hui dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge en ce qui concerne la présence de l'UFC au niveau de la CENI. C'est-à-dire que la question n'est pas encore totalement réglée. Il y a de fortes chances que dans les jours à venir, ça rebondisse. Ça rebondisse, pourquoi? Parce que on croyait que c'était réglé avec ce que l'Assemblée nationale a déjà fait, mais selon les échos que nous avons de Conakry, il y a de fortes chances que toutes ces démonstrations juridiques qui sont en train d'être faites par les uns et les autres pour justifier la position et la place de l'UFC à la CENI, tout ça là, ça risque d'être remis en cause et ça voudrait dire que ce n'est pas pour aujourd'hui la solution en ce qui concerne, puisque de toutes les façons, Alpha Condé ni le président ghanéen ne viendra pas aller prendre le représentant de l'UFC à la CENI et lui dire de sortir. Il y a eu une procédure pour que ce bonhomme-là siège aujourd'hui là-bas. Si aujourd'hui il doit partir, vous avez vu ce que les autres ont fait avant de partir. Alors s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça voudrait dire qu'on est encore très loin du bout du rouleau. Merci. Togo Matin également qui écrit que à Conakry, l'opposition aurait sollicité la prolongation
du processus de recensement pour permettre à ces militants de se faire recenser, ça d'un. De deux, que la coalition aurait également sollicité que l'UFC vraiment quitte la CENI au profit de la coalition. Mais Togo Matin précise que sur ces 2 points, la coalition a ou aurait raté un double coup. Abbas Issaka, nous parlons encore des indiscrétions qui commencent à nous parvenir de Conakry. Ouais, je suis en train de dire que nous sommes en train de faire des supputations pour rien, parce que l'un d'entre nous était dans la salle à Conakry où les audiences ont eu lieu. On attend, parce que en principe... Non, plutôt, je préférerais une discrétion, parce que c'est des choses quand même qu'on est en train de recouper. C'est notre rôle. Ouais. Oui. Mais supputation, c'est comme si c'est nous, c'est comme si c'est la presse qui inventait. Oui. Non, parce que ce qui se passe actuellement, moi je dis on attend la version officielle. En principe, le communiqué officiel, en principe, ça devait être sanctionné. Le journaliste doit aller au-delà de la version non, ça devait être. Laissez-moi parler. Allez-y. De tous les travaux du comité qu'on a suivi ici, ça c'est la troisième réunion du comité de suivi. À chaque travaux, on a toujours un communiqué officiel malgré les choses. Mais aujourd'hui, les gens se sont déplacés. Le comité s'est déplacé à Conakry. Sauf qu'à la fin des travaux, les délégations sont revenues le lundi dernier et personne ne dit mot. Non, la délégation officielle serait rentrée le lundi. Oui. Que la coalition, elle, serait rentrée hier. Donc, aujourd'hui, on attend. Donc, la délégation de la coalition, elle est officieuse? La délégation officielle du gouvernement. Jusqu'à preuve du contraire, ce qui est officiel au Togo. Si tu compliques les choses, il faut donc, on attend la question. On attend maintenant la conférence de presse de la coalition. C'est tellement qu'elle serait en train de se préparer pour se faire, sans si le communiqué même final de ce qui s'est passé à Conakry ne sort pas. Et puis, comme les deux délégations ont souvent l'habitude de le faire, chacun donnera de son côté sa version des faits. Oui. Pour le moment, comme on le dit, on ne veut pas utiliser citation, le journaliste dépasse les citations et il fait ces recoupements, mais que ces recoupements ne soient pas des choses qui vont compliquer encore la situation. Ça veut dire que on se connaît dans ce pays, on connaît la posture que les uns et les autres ont adoptée depuis que la crise a été ouverte. Les choses seraient ne serait-ce que assez bonnes pour le pouvoir, que vous allez voir, vous aurez dû voir le ministre Bawara depuis lundi. Depuis là, commencer par lancer les couleurs, se moquer de la coalition, etc. De second élément, les discussions n'allaient même pas autant traîner. Et moi je dis, voilà des éléments qui me fondent. Parce que moi, nous, on n'analyse que les faits. Et je vais y arriver dans ce que nous avons fait dans notre parution de ce jour. Donc, c'est sûr que les choses ne sont pas allées en faveur du pouvoir. Raison pour laquelle on a gardé ce silence-là. On n'a pas initié des choses. On a envoyé des documents non signés pour juste distraire les esprits, un peu comme ces experts qu'on aurait recrutés. Et je suis en cela confirmé parce que la coalition vient de confier à aux confrères en ligne Togo Breaking News. Selon les sources venues de la coalition, on serait revenu de Conakry avec un report très prochain des élections, avec à la clé une reprise du processus en général. Et moi je dis, même si ce n'est pas le cas, il y a un élément dans ce processus-là qui fait que même si on allait à ces élections de façon unilatérale, la crise demeure, c'est le paramètre inclusivité. Aujourd'hui, on ne peut pas l'abcéder, on ne peut pas dire, ok, le dossier Togo, on a fini, sans que les deux parties qui ont été autour de la table, les deux parties aient participé de cœur à au scrutin qui arrive. Or, aujourd'hui, on est carrément à côté de cette route. Le processus est unilatéral. Et je voudrais. Je comprends. Joël, vous permettez, juste, en toute confraternité, amitié, je voudrais que nous relativisions un peu. Parce qu'aujourd'hui, les indiscrétions que nous commençons à avoir, c'est de la part de la coalition. Il n'y a pas encore de communiqué officiel du comité de suivi
et les membres de la délégation officielle, eux non plus, ne se prononcent pas. Donc, essayons, récoltons les informations. Quand on aura tout recoupé, on pourra maintenant parler avec certaines certitudes. Oui, bon, par rapport à ceux qui observent juste les nuages pour savoir s'il y aura plu ou pas, je vais rappeler tout simplement que ma mémoire de Togolais me dit que généralement, quand le pouvoir ou l'opposition se rencontrent quelque part, l'opposition est la première à envahir les médias. Oui, non. Ou bien est souvent la première à envahir les médias. Et donc, si on reste dans la logique de ce que Joël est en train de dire, et très souvent, vous êtes d'accord avec moi qu'on a toujours critiqué le pouvoir de venir tardivement pour essayer de sauver les meubles qui sont toujours dévancés. Vous connaissez, il y a une radio sur place qui ne rate pas ces occasions-là. Excusez-moi, j'ai parlé de la posture des zones dans la crise actuelle. Dans la crise actuelle, c'est le pouvoir qui prend toujours le devant. Oui, c'est pour cela qu'il faut éviter le charlatanisme. Mais je ne veux pas le charlatanisme. S'il vous plaît. Fabrice, dans son jargon, après charlatanisme. Peut-être, dans son jargon, c'est parce que elle n'a pas fait. Moi je dis, j'analyse les faits. C'est un raisonnement un peu. J'analyse les faits. Et ça, c'est le charlatanisme. Eh bien, encore une fois, je vous en prie. Non, mais il a l'habitude. Joël, s'il vous plaît, une certaine prudence. Nous commençons à avoir des indiscrétions, mais recoupons dans tous les bords. Il y a la coalition qui est partie à Conakry. Il y a également la délégation du gouvernement. Il y a surtout le comité de suivi. Quand on aura les éléments de ces trois entités, on pourra faire des analyses assez équilibrées. Juste cette exhortation. Mais mais il y a un élément important aussi, c'est que curieusement, depuis Conakry jusqu'aujourd'hui, il y a une omerta qui ne s'explique pas. C'est ça qui surprend. C'est-à-dire des deux côtés. Merci, c'est pourquoi. Attendons que les langues se délient. Ouais, attendons que les gens soient en plénière, ils vont communiquer. Merci. Alors, je voudrais juste rappeler que, avant d'aller à Conakry, la coalition avait déjà lancé un mot d'ordre portant sur une marche, le samedi, je crois le 10 novembre prochain. Maintenant qu'ils sont rentrés de Conakry, on verra s'ils confirment cette manifestation ou bien s'ils vont appeler leurs partisans à y sursoir éventuellement. Mais aujourd'hui, Tingo rappelle cela et écrit: crise politique au Togo, reprise des manifestations de rue de l'opposition. Je rappelle également que la semaine dernière, c'était le Front citoyen Togo debout, c'était civil, qui avait manifesté. Alors revenons là-dessus avec le confrère Fraternité qui rappelle justement reprise des manifestations de rue. Après le Front citoyen Togo debout, ce sera la coalition des 14 partis de l'opposition le samedi prochain. Mais le dialogue, le confrère Le Dialogue, qui écrit lui aussi à la page 3, la coalition dans les rues le 10 novembre prochain, avec cette interrogation, au bout des marches, est-ce que le pouvoir se trouve au bout des marches? C'est une interrogation de Le Dialogue. Et pour sa part, le Messager lui écrit: crise politique et processus électoral au Togo, encore des positions divergentes à la coalition. Sylvestre Béni, comme nous fonctionnons pour le moment sur des indiscrétions, est-ce que la coalition confirmerait ou infirmerait plutôt cet appel à la manifestation du samedi prochain? Non, pour l'instant, il n'en est rien. Il est vrai, lors donc de la marche de Togo debout, ils ont laissé entendre qu'ils vont marcher le samedi prochain, le 10 novembre prochain. Mais tel que je viens de le dire, ils sont là, ils viennent donc de rentrer de Conakry, ils vont analyser du moins la nouvelle donne politique et après ils aviseront. Ils aviseront, mais Joël, les gars, depuis quelques semaines, certains ironisent qu'on aurait pu parler de C14, mais C13 par les bisbilles entre le PNP et ses camarades, et également il y a certains partis fondateurs de la coalition qu'on ne voit plus beaucoup aux réunions, qui commenceraient à s'abonner aux absents. Alors, vous en savez aussi quelque chose? Oui, ben moi je suis même pas intéressé par ça, parce que dans un groupe, dans la dynamique de groupe, il y a toujours des gens qui sont à la traîne, des gens qui font des caprices. Et l'essentiel est que aujourd'hui on parle toujours de la C14. Quels que soient ceux qui jurent, ceux qui sont engagés pour
brouiller l'atmosphère pour faire croire qu'on a C13, on a aujourd'hui la C14 et nous l'avons titré dans notre avant-dernière parution que c'est cette solidarité-là qui rend malade le camp d'en face. Maintenant, je voudrais juste faire un full stop sur l'après Conakry. Moi, je dis, aujourd'hui, il faut percevoir que on est dans une crise qu'il faut gérer avec tact de la part des deux camps. Même si on t'a garanti que non, tu auras gain de cause, il faut attendre que les facilitateurs viennent. On est dans un bras de fer de tact. Maintenant, quand je me rappelle que sur ce plateau, les gens nous ont dit que non, que comme on a vu pour 2013-2015, l'opposition s'est agitée après, il a rejoint la vague, les gens sont présentés nuitamment. Si ce n'était pas, et que ça sera encore la même chose. Si ce n'était pas du charlatanisme, c'était du fétichisme alors. C'était du fétichisme. Et le représentant du facilitateur a dit qu'on ne fera pas dans le fétichisme dans la gestion de cette crise-là. Et donc, nous, on n'analyse que les faits. Moi, je dis, rien que le facteur inclusivité, même quel que soit ce que les critiques comportent à l'endroit de G5, ils tiennent à ce que au finish, que le processus ait été un processus inclusif où tous les deux parties ont participé. Et aujourd'hui, on n'est pas là. Merci. Ce qui est un fait et qu'on ne pourra pas vous dénier, c'est que le processus électoral n'est pas inclusif. Et c'est là même le problème que nous avons. Eh bien, Michel Vitogbe, de son prénom de Tanti Togolais, nous rappelle que le temps imparti à l'émission tire à sa fin. Eh bien, nous avons juste à conclure avec notre tour de carton. En bonne santé avec Gadia Tchonyadi qui est toujours resté avec nous. Votre carton du jour? Ben, aujourd'hui, je fais un carton vers un frère, un ami, Bernard Kossi, qui a mobilisé plus d'une dizaine de personnes pour aller faire un don de sang au niveau du CNTS. C'est une longue histoire, mais je le félicite pour ce tact et j'appelle beaucoup de Togolais à faire ce don parce que faire le don de sang, c'est sauver des vies. Merci. Nous avons également appris sur les réseaux ce matin que au siège de Move Togo, il y a également une opération de don de sang. Sachons toujours donner un peu de notre sang pour sauver des vies qui seraient en danger. Abba Gisaka, votre carton? Mon carton, je l'adresse, je le vois tout à l'heure ici, c'est à la police togolaise, le groupement d'intervention de la police nationale qui a abattu 4 braqueurs à Sagba d'Ovechito à Gotime. Braqueurs présumés, jusqu'à ce que ce soit établi. 4 braqueurs à 2h du matin aujourd'hui. Et à le fragment de l'île. Oui, c'est ça. Ils ont été abattus, donc les gens sont abattus. Et ils ont abattu. Non, moi, seulement, je suis prudent. Prudent quand les braqueurs sont abattus. Il y a un champ de tir. Il est riveré. Il est riveré de quartier. Allons-y. Il est riveré, mais il ne sait pas que il y a un échange de tirs entre la police et les braqueurs et 4 braqueurs ont été abattus. Merci beaucoup. Sylvestre Béni? Non, moi je vais donner un carton rouge à tous ceux qui sont à bord donc, de leur véhicule ou sur moto et qui crachent. Oui, parce que je me rappelle l'histoire où j'étais là, il y a quelqu'un qui a craché et que c'est juste ma chemise qui a pris ça. Donc il faudrait quand même qu'on arrête ça. C'est un acte civique. Donc il faudrait quand même qu'on arrête ça dans la circulation. On dirait que quand on est poli, quand on a reçu une bonne éducation à la maison, on ne crache pas comme ça à la volée sur sa moto ou bien encore à bord de son véhicule. Ils sont même en train de... Joël Kossi Vignoega, mon cher oncle maternel. Décidément, tout le monde sur que j'ai un neveu à Canal FM. Bon, non, je crois mon carton... Abbas il a marché sur ta langue. Oh, pas marché sur la langue, mais il m'a précédé. J'ajoute mon carton au sien, pas pour la mise hors d'état de nuire des braqueurs, mais pour le service que la police fait à 5h du matin. Donc, tu le vois au feu rouge. Donc voilà un corps de l'armée qui vraiment nous rend service. La police n'est pas l'armée. Effectivement, excusez-moi. Merci beaucoup. Des forces de sécurité qui nous rendent vraiment service, on peut l'apprécier. Merci. Chapeau à eux. Un neveu peut rappeler à son oncle de ne pas dire certaines irrégularités. Fabrice Paton Pekesi. Oui, bon, j'ai un carton jaune que j'adresse aux autorités de l'enseignement. Je ne sais pas à qui ça ira, mais je vais le décerner peut-être
le concerné le saura. Il se fait que juste au lendemain de la rentrée scolaire, il y a eu des séminaires qui ont été organisés où les enseignants, surtout aux primaires, ont été conviés. Et l'objectif du séminaire, c'est que on a changé les manuels scolaires, c'est-à-dire le livre de lecture, calcul quotidien que nous avons l'habitude de changer et d'acheter à nos enfants. Ça a été changé et les enseignants ont été conviés pour qu'ils prennent plus ou moins et soient au parfum des changements. Mais sauf que c'est après que les parents aient acheté les documents à leurs enfants que le changement intervient. En pleine année scolaire. En pleine année scolaire. Ce qui suppose que dans les jours à venir, on va encore demander aux parents d'acheter des documents à leurs enfants alors qu'ils l'ont déjà fait à la veille de la rentrée scolaire. Moi, je crois que c'est une anomalie intolérable, même si on estime que ces livres-là ne coûtent pas. On ne sait pas ce que les gens ont pu faire. Ce n'est pas normal que ça se passe comme cela. Et au-delà de ça, il faut oublier, il faut ajouter des enseignants, des élèves qui ont commencé l'année avec un manuel et en pleine année, on change ce manuel. Enfin, carton vraiment au ministre Tchakpele. Je ne sais pas, aux autorités de l'enseignement. À commencer par le ministre. Voilà, donc on va finir avec notre invité, le marin ou bien le Jean de mer Modeste Aoukou. Juste un mot pour nous dire au revoir. Ok, merci. Je ne sais pas si moi je dois donner un carton. Non, mais si vous n'avez pas de carton. Ok, bon, je voudrais remercier le personnel de Canal FM de nous accorder souvent le temps et de parler de notre... De temps en temps. De temps en temps plutôt, de parler de notre secteur d'activité qui demeure toujours méconnu par certaines personnes qui ne savent pas réellement ce qui se passe là-bas. Merci. Donc, on se retrouvera une prochaine fois. Oui, merci. C'est fini pour aujourd'hui. Mais nous retrouvons demain jeudi à 11h, si Dieu le veut. Et aussi bien Allah que Yahvé, que Mao Sogbo Lissa le voudra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.